Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Je suis Marie-Louise, tarologue, et je vous propose plusieurs fois par semaine des émissions tournées autour de la spiritualité. Aujourd'hui, c'est une émission qui me tient très à cœur. C'est un sujet qui me touche et qui touche tout le monde un jour ou l'autre. C'est le sujet du deuil. En effet, Amanda est une accompagnatrice pour les personnes endeuillées. Elle accompagne des gens sous différentes formes. On peut parler de formation, de conférences, de livres aussi. Et aujourd'hui, déjà, je découvre avec vous Amanda. On découvre aussi 2 de ses livres, Calmer sa peine. Je vous mets toutes les références sous la vidéo et également Le Second Souffle. Ces 2 ouvrages aident les gens à traverser un deuil, peut-être même à le comprendre. Et vraiment, je voudrais remercier Amanda parce que j'ai passé un moment très intense, très riche, très intéressant et j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Je vous laisse entre Amanda et moi. Je vous remercie d'être là, de plus en plus présent et je vous souhaite un excellent visionnage. Bonjour Amanda, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Avant de parler de toi et de ce que tu proposes, comment vas-tu Amanda? Mais Marie-Louise, je vais très très bien parce que aujourd'hui être invitée par toi, c'est vraiment une énergie très positive, donc je vais super bien. Oh, c'est vraiment très gentil. Eh bien, je vais en profiter pour remercier Cindy Nicolas qui nous a mis en relation. Et, euh, et elle m'a bien cernée parce qu'elle m'a dit, Amanda, elle a un sujet qui va beaucoup te plaire. C'est un sujet qui change un peu des habitudes sur les chaînes dites spirituelles. On va parler de deuil, mais dans le sens strict du terme. On va parler de l'accompagnement pour les personnes endeuillées et l'aide pour traverser cette période qui peut être très difficile pour certains d'entre nous. Mais avant de parler de comment traverser un deuil, moi, j'aimerais bien parler de ton parcours parce qu'il y a quelque chose qui m'a interpellée. Amanda, tu es une grande juriste en droit international. C'est pas banal. Et aujourd'hui, tu es spécialisée dans l'accompagnement au deuil. Donc, comment s'est fait cette bascule dans ta vie? Bien, disons que oui, je suis spécialisée en droit international public et en sciences politiques. Et je suis une vieille idéaliste. Disons que je crois que si j'avais fait tout autre type d'études, de toute façon, ça m'aurait porté là, parce que je crois que c'était le destin. Mais comme je suis une grande idéaliste avec un grand sens de la justice, et j'avais un amour particulier pour l'Amérique latine, donc je me suis branchée sur l'Amérique latine. Je suis partie très jeune, couper la canne à sucre, planter du café, travailler dans les bidonvilles avec les femmes et les enfants. Voilà, enfin, grande idéaliste en faisant en prenant même des risques importants. Et puis de là, bon, je me suis spécialisée chaque fois plus. Après, bon, bien sûr, en mûrissant un petit peu plus, on se rend compte que bon, il faut prendre un chemin qui est plus réfléchi. Et donc là, il y a eu un engagement à un niveau supérieur, pas seulement d'aller couper la canne à sucre ou d'aller aider les femmes et les enfants dans les bidonvilles, mais d'essayer de faire un parcours plus important. Donc, dans le même temps, je me suis après spécialisée aussi en psychologie jungienne, parce que tout m'intéressait, et tout ce qui était en même temps ce qu'on appelle aujourd'hui les thérapies complémentaires, c'est-à-dire que j'ai travaillé aussi en Amérique latine avec des chamans. Et donc, je cherchais de comprendre aussi par rapport aux peuples premiers, ce qu'on appelle les peuples premiers, tout ce savoir, cette connaissance qui existait et qui voulait, dans un premier temps, c'était aider les personnes donc à se défendre elles-mêmes contre les violations, d'une part la violence de la société elle-même, ensuite c'était une période de grande dictature civile et militaire en Amérique latine à l'époque, donc où la vie était en danger constamment dès que tu t'engageais contre ces injustices. Donc de là, j'ai travaillé après avec des organisations non gouvernementales, j'ai travaillé avec des organisations auprès d'organismes comme la Commission des droits de l'homme aux Nations Unies, etc., etc. Après, j'ai créé moi-même des organisations qui travaillaient contre l'usage de la torture et de la violence en Amérique latine. Et donc, bien sûr, tout ça m'a fait côtoyer de très proche
tout ce qui était la souffrance, tout ce qui était la violence, tout ce qui était la mort et tout ce qui était le deuil. Bien sûr, c'était des deuils traumatiques, c'était des deuils d'une violence extrême, c'était pas la vieillesse ou la maladie très grave qui te portait à terminer ta vie, c'était d'autres situations. Mais je dois dire aussi que tout ce parcours m'a bien sûr énormément aidé à comprendre aujourd'hui, par exemple, les deuils traumatiques qui peuvent se vérifier après un attentat, après une mort violente, après une mort des suites d'un éboulement, d'une catastrophe aérienne, de bateaux ou d'autres choses. Tout ce qui sont des morts qui sont traumatisantes parce qu'on ne retrouve pas le corps de la personne, parce qu'on cherche, parce que c'est ce que j'ai appris aussi pendant toutes ces années très difficiles et très douloureuses, que tant que tu n'as pas le corps de la personne devant toi, tant que tu ne peux pas toucher la personne, tu ne peux pas commencer ton deuil, parce que tu as toujours, et que ce corps soit le corps d'une personne ou d'un animal, c'est le même problème. Hein. On parlera, je voudrais surtout parler aussi du deuil animal. Quand tu as perdu ton chien ou ton chat et qu'il a disparu et que tu ne l'as pas, eh bien, il te reste toujours l'espoir que tu vas le retrouver un jour ou l'autre. Tous les jours, on a des petites informations qu'un chat est réapparu après 9 ans et qu'il a retrouvé la maison. Bon, eh bien, dans le cas des êtres humains, tant que tu n'as pas trouvé le corps de la personne, rappelons-nous par exemple la tragédie des Twin Towers, tout le monde s'est dit à ce moment-là, peut-être qu'il avait son portable qui était éteint, peut-être qu'il avait pris un Greyhound, un de ces gros autobus qui va à la frontière du Mexique, peut-être qu'il est amnésique. Voilà, tant que tu n'as pas le corps de la personne, tu ne peux pas commencer ton deuil. Voilà, donc c'est tout ce parcours. Après, bon, bien sûr, je me suis formée aussi au niveau théorique avec le docteur Michel Hanus sur le deuil. Enfin voilà, donc bien sûr, j'ai rajouté d'autres formations supplémentaires et des recherches. Et donc, j'ai travaillé sur tout ce qui était les questions du deuil, de la fin de la vie, de l'accompagnement, des soins palliatifs, puisque je travaille en soins palliatifs. Je fais de la formation pour le personnel soignant, pour les médecins, les infirmiers, les psychologues, les bénévoles d'accompagnement, sur qu'est-ce que ça veut dire accompagner à la fin de la vie, c'est-à-dire accepter que la vie biologique a un terme. Après, ce qui se passe après, ça dépend aussi des convictions de chacun, et si on veut, on pourra bien sûr en parler. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que la vie physique que nous vivons, elle a un début, elle a un développement, et puis après, elle a un terme. Bon, dans notre société occidentale. Après, on pourra parler aussi de la vision des peuples premiers et de la vision de l'Orient. Mais pour nous qui vivons ici en Occident, on a un peu tendance à vivre un peu comme Wonder Woman et Superman et reporter toujours ce terme en disant oui, ça arrive aux autres et ça ne doit pas m'arriver à moi. C'est encore considéré comme une injustice. Et donc, bon, enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je vais commencer par faire la conférence et par répondre à tes questions. Mais enfin voilà, pour t'expliquer quel a été un petit peu le parcours, le fil rouge qui m'a conduite aujourd'hui à être ce que je suis et à faire ce que je fais. Voilà. Mais moi, je t'écoute religieusement parce que je trouve ça passionnant. Et tu vois, je peux pas m'empêcher de penser à mon papa qui est décédé il y a presque 3 ans. Et je disais, il était en fin de vie. Mais c'est moi qui disais ça. Parce que moi, dans mon cas, il est décédé très tôt. Il avait 64 ans. Et il n'a jamais été en palliatif. Pour l'équipe médicale, c'était impensable parce qu'à son âge, on ne va pas en palliatif. Et quand tu parles d'injustice, moi, je me rends compte que j'ai la sensation d'avoir accepté son décès parce que malade pendant très longtemps. Moi, je l'ai accompagné, donc forcément, à mon sens, je trouve que c'est plus simple d'accepter. Mais il y avait toujours ce sentiment d'injustice, de colère. Moi, je me suis pas agacée, mais j'avais besoin je posais toujours des questions parce que tant que la réponse des médecins ou des infirmières, elle n'était pas cohérente pour moi, je ne l'acceptais pas. Donc finalement, je me rends compte en t'écoutant que malgré le deuil que j'estime avoir fait, il y a quand même ce sentiment d'injustice et de non-écoute qui est, mais pour moi, insupportable. Mais voilà, donc je t'écoute et je réfléchis sur ma vie, sur mon parcours, et c'est passionnant. Donc tu pars en jeune rebelle, entre guillemets, en Amérique latine, et c'est bien que tu l'aies précisé parce que à l'époque, même si c'est encore un peu chaud là-bas, mais ça n'a rien à voir avec le contexte actuel.
c'est des guérillas constantes, c'est la peur, c'est la mort. Et tout ça t'amène aujourd'hui à accompagner des gens dans un traumatisme qu'on va tous vivre finalement, qui est le deuil. Et moi, je trouve ça hyper intéressant d'en parler de façon concrète. Pas forcément, on parlera si tu veux de vie après la mort, ça, moi, il y a pas de souci, j'adore ces sujets. Mais voilà, la terre, la vraie vie entre guillemets des vrais gens, on perd tous quelqu'un et c'est comment traverser ça. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as parlé de décès traumatique. Effectivement, perdre quelqu'un dans un crash d'avion, dans des attentats, c'est très différent que de perdre quelqu'un d'un cancer, par exemple. Mais finalement, tu as ouvert cet accompagnement à tout le monde. Et tu parlais de conférences. Aujourd'hui, tu es autrice, en plus de toutes tes casquettes, et conférencière, et tu vas transmettre des enseignements, des conseils. Est-ce que tu peux nous parler de... Alors, tes livres, on va parler de 2 livres, on va en parler tout de suite, mais de ce qui te pousse à faire des conférences, et pour toi, quel est le moteur de tout ça? Mais je crois que c'est semer. Il faut semer, donc ça veut dire qu'il faut en parler autour de soi. Le deuil est encore un sujet tabou. La mort est un sujet tabou. On parle plus facilement de sexe, de drogue, mais pas de mort. Et quand on parle de mort, même en public, en société, on te dit, bon, vous n'auriez pas un sujet plus gai. Ou parfois on me dit, mais vous n'êtes pas fatigué de toujours en train de parler de mort et de mourir? Mais je dis, est-ce que vous me voyez triste? Est-ce que vous me voyez déprimé? Non, pas du tout. Bon, alors je dis plutôt que plus je parle de mort et de mourir, et plus j'aime la vie, et plus j'apprécie la vie, dans chaque instant, dans chaque minute. Hein, c'est Confucius qui disait, je le crois bien, il faut vivre chaque instant comme si c'était, ou chaque minute comme si c'était la dernière. Bien, c'est pas facile, bien sûr, mais je pense que c'est... Pourquoi, tu me demandais pourquoi est-ce que je fais des conférences? Je fais des conférences, pourquoi? Pour le public. Après, je fais des formations pour le personnel soignant, les bénévoles d'accompagnement. Par exemple, je te donne un exemple, j'ai été cette année en Bretagne, où c'était au Havre, invité par l'association Jalmalve, de la fédération Jalmalve, qui veut dire jusqu'à la mort accompagner la vie. Et il m'avait invité pour, d'une part, faire une conférence publique, donc pour la population de la ville du Havre, et ensuite pour une journée de formation pour les infirmiers, les médecins, qui voulaient venir dans le domaine et les bénévoles d'accompagnement de Jalmalve. Bon, et je vais faire la même chose de nouveau en Bretagne au mois de mars prochain, je vais en faire à Paris, enfin voilà. C'est-à-dire que j'en fais partout où on m'appelle, parce que je suis convaincue que plus on en parle, et moins on en a peur. Il faut arrêter d'avoir peur de la mort, peur de la fin de la vie, peur d'avoir ce sentiment d'être frustré, que l'on vous a volé quelque chose. C'est ainsi. La vie physique, elle a un terme au point de vue biologique, et il faut lui redonner sa valeur. De la même façon qu'on donne la valeur à la naissance, eh bien, il faut donner sa valeur à la naissance à autre chose. Après, on rentre dans un problème de conviction personnelle. Mais la vie arrive à un terme, et la fin de cette vie n'est pas la fin de tout, c'est la fin d'une partie et l'ouverture vers autre chose. Tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je fais très volontiers des conférences. Je pense que l'on peut parler de façon très simple et naturelle de sujets qui sont très complexes. D'ailleurs, quand j'écris, tu vois bien que j'écris aussi de façon à ce que ça soit compréhensible par tout le monde. Après, je mets des notes, et qui veut bien sûr approfondir les questions, faire des recherches, mais il faut que ça soit compréhensible par tout le monde, parce que comme tu l'as dit, que l'on soit quelqu'un de complètement illettré ou quelqu'un qui a 10 doctorats, on en est au même point. Devant la perte d'un être cher, nous sommes au même niveau. Nous avons les mêmes souffrances, nous avons la même douleur, nous avons le même sens d'être perdu, nous avons même le même sens de l'incompréhension et la même perception de cette injustice ou des réactions de colère, parce que c'est humain, parce que nous sommes incarnés. Ça vient du latin incarné, c'est-à-dire fait chair. Et donc, fait chair, ça veut dire que nous ne sommes pas des purs esprits, des petits gourous sur un petit nuage. On est des êtres humains qui réagissons avec nos 5 sens. Et ce qui nous manque dans la perte d'un être que nous aimons, c'est de pouvoir parler, de pouvoir écouter,
de pouvoir regarder, être regardé, de pouvoir toucher, de pouvoir sentir l'odeur, le parfum, parce que c'est la compréhension de notre univers, elle passe par nos 5 sens. Et c'est là où nous sommes tous égaux devant la perte. Alors, c'est très intéressant. Tu parlais de la mort est tabou et de la fin de vie. Et ça, je peux en attester. Moi, je me souviens les batailles, alors toute petite à mon niveau, mais que j'ai menées pour mon père, mais ne serait-ce qu'avoir des aides à domicile à la maison. Moi, je me souviens, maman, alors là, j'ai fait de la grande manipulation, de la grande politique. J'ai réussi à intégrer des aides à domicile à la maison. Maman, pour elle, c'était inenvisageable. Et je me dis, c'est vrai que c'est tabou. C'est tabou de parler d'une personne qui devient dépendante, le corps qui lâche, les dépressions aussi de gens qui sont malades ou de gens qui sont très âgés. Et c'est vrai que moi, dans mon cas, je me suis sentie, alors heureusement que j'ai du caractère, mais un peu seule contre tous, parce qu'on met sur la table des sujets, mais très concrets, qui sont, il veut pas prendre ses médicaments, il ne veut pas manger, il ne veut pas se laver. Et là, c'est ah non, faut pas en parler. Et je me dis, mais si on n'en parle pas, on ne trouve pas de solution et on reste mais complètement démunis moralement. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment bien et c'est pour ça que je suis très contente de te recevoir. Mais pourquoi, alors tu y as déjà un peu répondu, mais pourquoi c'est tabou, en Occident du moins, le corps qui lâche, la maladie, la démence pour certaines personnes? Pourquoi c'est tabou? Parce que tu vois bien que nous sommes dans une société où il y a une espèce d'idolâtrie du corps. Nous achetons des crèmes anti-age. Voilà, on en est tous assez anti-age, contre l'âge, comme si c'était possible de bloquer le parcours de l'âge. Oui, on peut, bien sûr, moi je me teins les cheveux, sinon probablement ils seraient tout blancs, ou en tout cas gris tirant sur le blanc. Bien sûr, je me maquille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai envie de présenter une image qui soit celle qui me convient à moi. Ça veut pas dire qu'elle convient à tout le monde, mais elle me convient à moi. Mais ça ne veut pas dire, je ne dis pas que je suis contre les interventions chirurgicales, mais si tu veux, si à mon âge, je me fais refaire les poches, les valises sous les yeux, c'est compréhensible. Mais si quand tu as 18 ans, tu vas te faire remonter ceci, remonter cela, tirer à gauche ou à droite, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ce n'est pas pour compenser peut-être dans ton image à toi quelque chose qui te déplaît, mais c'est pour essayer en fin de compte, de faire de la création sur ton propre corps. Parce que tu n'acceptes pas ton corps tel qu'il est, parce que tu n'acceptes pas le processus du vieillissement, parce que tu n'acceptes pas la maladie. Parce qu'en fin de compte, la maladie comme le vieillissement, c'est vécu aujourd'hui dans notre société comme une trahison. Nous ne sommes plus ce que nous étions, c'est vrai, c'est un fait. Moi, si je regarde une photo de moi il y a 10 ans, je me dis, non d'un chien, ma pauvre, t'as pris un coup de vieux, quoi. Mais je l'accepte. Bon, je ne veux pas dire que ça me fait, que j'en suis super heureuse, mais je me dis qu'après tout, je me contente de ce que je suis aujourd'hui. Mais c'est ça l'important, c'est d'arriver dans un phénomène, dans un processus d'acceptation. Il y a des choses qu'on peut modifier, mais il y a des choses qu'on ne peut pas modifier. Donc, il faut les accepter. Si je ne peux pas modifier le processus de l'âge, il faut l'accepter. Or, on vit dans une société qui est malade de non-acceptation. Je te parlais de l'anti-age, mais regarde aujourd'hui le courant de ces personnes scientifiques, médecins, etc., qui sont en train de te dire le corps en lui-même est insuffisant et il faut le compenser avec des pastilles à l'intérieur, comment on appelle ça, des processus de l'informatique pour faire, je ne veux pas dire de la robotisation humaine, mais enfin on arrive dans ce domaine. C'est-à-dire qu'avec ce type de processus, ton corps, qui était pourtant quelque chose qui était un mécanisme parfait, mais qui bien sûr va vieillir parce que c'est un organisme vivant, eh bien on essaye de le tirer, de le renforcer, de mettre un faux rein. Alors,
je ne suis pas contre la transplantation d'un organe quand on en a besoin. Ça, c'est autre chose. Mais dans la mesure où tu n'as pas besoin et qu'on commence à modifier l'intérieur de ton corps pour faire de toi quelque chose de différent, là, je crois qu'il y a un problème. Donc, c'est la société dans laquelle nous vivons ne s'accepte plus. Et elle devient une société qui est artificielle. Si elle ne s'accepte plus dans son corps, elle ne s'accepte plus non plus dans sa relation à l'autre. Pour que je puisse être en relation avec toi, il faut que j'ai quand même un certain aspect. Si je veux en plus être en relation avec un homme, il faut aussi que j'ai un autre aspect. Et si je veux être dans une relation publique, politique, si je suis un personnage public, il faut encore que je me présente différemment. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, c'est la forme qui est plus importante que le contenu. C'est l'étiquette sur le pot qui est plus important que ce qu'il y a à l'intérieur du pot. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, je crois que c'est ça la société dans laquelle nous vivons qui fait que, tu vois aujourd'hui des gamines qui ont 18 ans, 20 ans et qui sont les premières clientes des chirurgiens esthétiques. Et oui, il y a un boom depuis l'avènement des plateformes comme TikTok et compagnie. Effectivement, ce qui est observé, c'est qu'il y a un boom de la chirurgie esthétique chez des femmes, des enfants presque, des personnes extrêmement jeunes, mais que paradoxalement, les gens âgés s'en détournent. Mais c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu mets en avant. Et j'ai une question, alors un peu parce que c'est le anti-âge qui m'y a fait penser. Il y a quand même une différence homme-femme où on parle des hommes qui vieillissent bien, où on va dire que plus un homme prend de l'âge, plus il est séduisant, plus il est mature, plus il est intéressant. Et malheureusement, c'est un peu l'inverse chez les femmes. On peut l'observer, tu le dis, rencontrer un homme ou même dans le monde du travail. Est-ce que tu as une explication à ça? Je crois qu'on a toujours accepté que l'homme n'ait pas besoin, entre guillemets le mot besoin, de se modifier pour séduire. Très souvent, il lui suffisait d'être ce qu'il était ou d'avoir un patrimoine suffisant pour avoir les armes du vainqueur. On est dans un rapport ou encore dans la société patriarcale, tu as le chasseur et la proie. Et la femme étant souvent considérée comme, bien sûr, la proie désignée. Et malheureusement, le problème, c'est que la femme se rentre dans la psychologie de la proie. C'est là où le bas blesse. Le féminisme a été un courant extraordinaire, tant qu'il n'a pas été récupéré. Moi, je me suis battue aussi pour la lutte des droits des femmes, bien sûr, en Amérique latine et ailleurs, parce que je suis convaincue que ce n'est pas qu'il faut revendiquer la suprématie de l'un contre l'autre, mais nous sommes deux formes d'existence qui sont complémentaires, qui ont des qualités et des défauts, qui ont des points forts et des points faibles, mais qui peuvent justement ensemble créer quelque chose. Tu vois, parfois on me dit, mais pour vous, c'est quoi alors quand moi j'ai perdu mon mari des suites d'un cancer, on me dit, ah, vous avez perdu votre moitié. Je dis pas du tout. Je suis toujours un, je ne suis pas la moitié. Donc je suis contraire à cette vision que la moitié de l'un, on rencontre sa moitié, et pour être parfait, il faut rencontrer un autre ou une autre pour être complet. Non, je préfère une loi sanscrite, qui est vraiment, pour moi, la définition idéale de ce que devrait être un couple. La loi sanscrite dit le suivant, que l'équation, c'est non pas la moitié plus la moitié égale 1, mais c'est 1 plus 1 égale 1. C'est-à-dire que toi, tu es 1, l'autre est 1, mais les deux ensemble, ça fait un 1 gigantesque. Ça veut dire que tu as une espèce tu te nourris de l'autre et tu nourris l'autre, et il y a cette fusion entre ces deux qui vont non pas donner un nombre 2, c'est pas 1 plus 1 qui fait 2, c'est pas moitié de moitié qui fait 1, mais c'est 1 plus 1 qui fait 1, un 1 gigantesque. Ça veut dire que le jour où il y en a un des deux qui disparaît pour X raisons, parce qu'il est mort, parce que tu t'es séparé, parce qu'il y a un divorce, pour quelque raison que ce soit, mais toi, tu es toujours 1. Et tu es en plus 1 qui s'est enrichi de la relation. Donc,
tu es de nouveau encore une entité, une unité complète et totale, et tu peux après, bon, peut-être te retrouver un autre quelque part qui t'attend, ou qui ne t'attend pas et que tu vas aller pêcher quelque part, ce qui n'est pas très facile en ce moment, disons, dans la société à laquelle nous vivons, parce que les femmes sont chaque fois plus exigeantes. Et sur le marché, il faut dire que les produits ne sont pas parfaits. Maintenant, pour revenir à la question, parce que je crois qu'il faut de temps en temps aussi sourire, et moi je parle de choses très graves comme la mort et le deuil, mais toujours avec une pointe d'humour, parce que je crois que ça fait du bien en même temps, et on peut parler des choses très sérieuses et difficiles, toujours avec un sourire et avec une pointe d'humour. Et tu me disais tout à l'heure, tu parlais de pourquoi est-ce que c'est plutôt les femmes, mais aujourd'hui le marché, par exemple, des cosmétiques ou même des opérations chirurgicales, dans le masculin, c'est beaucoup développé. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société capitaliste et que le marché, il a besoin de nouveaux clients et que les femmes, c'est pas suffisant, et bien on est allé chercher les hommes. Alors les hommes se dépilent, les hommes se maquillent, les hommes s'habillent d'une certaine façon, les hommes sont chaque fois plus coquets, les hommes vont acheter de la manucure, et plus seulement les gens très riches. Autrefois, c'était les gens très riches, les hommes très riches qui pouvaient se permettre d'aller se faire préparer les mains chez une manucure. Aujourd'hui, n'importe qui va se faire les mains chez une manucure chinoise qu'on trouve à chaque coin de rue. Donc, je n'ai rien contre. Je fais un tableau un petit peu amusé et amusant, simplement pour démontrer que, en fait, c'est un conditionnement commercial qui nous propose des modèles auxquels les gens adhèrent sans réfléchir, sans se demander mais est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que je vais vraiment être plus beau, plus intelligent ou plus séduisant? Mais qu'est-ce qui est important dans le rapport à l'autre? Est-ce que c'est le rapport de la séduction ou est-ce que c'est le rapport d'un échange? Enfin voilà, on pourrait bien sûr… Non, mais c'est passionnant, mais ça rentre dans le thème parce qu'en fait, la non-acceptation de la mort, c'est la non-acceptation aussi du corps qui est conditionnée, comme tu le dis, par tout ça. Moi aussi, j'ai une couleur, moi aussi, je suis maquillée, moi aussi, j'ai des ongles faits. Donc, tous ces conditionnements, ce n'est pas la cause non plus de cette non-acceptation, la seule et unique, mais c'est une des causes qui nous empêche d'accepter la mort et c'est très intéressant. Et alors moi, j'ai plusieurs questions qu'on peut entendre sur le deuil, des petites phrases et j'aimerais bien que tu me donnes ton avis. Donc, on va commencer cette expression « faire son deuil ». Qu'un deuil doit être absolument fait, que le deuil, c'est la fin de la peine. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Tu vois, disons que la première réponse est le premier qui a parlé du deuil en tant que travail. Donc, un travail, bien sûr, ça doit s'accomplir. C'est Freud. Sigmund Freud a été le premier réfléchissant sur ce sujet, à concevoir que, en fait, ce processus, le deuil, c'est un processus de transformation. Et que donc, ça revient à une espèce de travail qui est à faire. Quand on a un travail, il faut l'accomplir, le faire. Le mot faire n'est pas très joli. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, de toute façon, on ne sait pas en combien de temps on va y arriver. Mais je préfère le mot processus. Processus, pourquoi? Parce que le deuil est un processus de transformation. Tu ne seras jamais plus la même personne que tu étais avant la perte de l'être chéri. Bien sûr, si c'est ton voisin du 6e étage qui décède, tu n'as pas un rapport affectif, tu n'as pas un rapport de communication, tu seras désolé pour la personne et sa famille, mais ça ne va pas impliquer en toi une transformation. Mais quand il s'agit d'un être cher, comme pour toi, ton père, comme pour chacun d'entre nous, des êtres chers qui peuvent être, je l'ai dit au début, soit des êtres humains, soit des êtres animaux qui ont eu un impact dans ta existence, dans ta vie, qui t'ont fait découvrir des choses, comprendre des choses avec lesquelles tu as été en relation, eh bien, tu vas te trouver à ce moment-là à un processus qui est permettre à l'autre de partir. Il est parti de fait, puisqu'il n'est plus là à côté de toi. Mais c'est pas parce qu'il n'est plus là à côté de toi que ça veut dire que toi, tu laisses partir. Donc, laisser partir, ça veut dire que ce lien que tu avais avec cette personne, il va comme une espèce de corde, de chambre,
tu sais, qui petit à petit va se défaire jusqu'au moment où il n'y aura plus le lien. Le lien, il sera toujours dans ton âme, dans ton cœur, dans ta partie de tout ce qui est la partie sentimentale, émotionnelle. Mais c'est un processus de détachement. Il y a des liens d'attachement qui sont nos liens d'attachement. On ne peut pas vivre sans lien d'attachement. Et là, il y a un processus de détachement. Alors, quand quelqu'un dit « Ah, elle est en deuil, ça fait déjà 2 ans, c'est pas normal, c'est un deuil chronique ou un deuil pathologique », ça c'est du blablabla. Ça c'est un abus de langage qui peut avoir des conséquences parce que chaque personne est unique. Et donc chaque processus est unique. Et il y a des personnes qui peuvent, disons, arriver à ce détachement physique, hein, physique et mental, plus que émotionnel. Enfin, tout ça, ça va un peu ensemble. C'est un peu difficile de les séparer les uns des autres. Mais il y a des personnes pour lesquelles, voilà, 9 mois, comme le temps d'un accouchement, 1 an, peut-être 1 an et demi. Et puis pour d'autres, ça peut être 2 ans, 3 ans, ça peut être 5 ans. Mais ce n'est pas avec la même intensité. C'est pas la même. Ça se modifie puisque c'est un processus de transformation. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très prudent quand on arrive à des conclusions hâtives et que l'on catégorise les personnes dans cette transformation. Le problème, c'est que les gens, les autres, entre guillemets, ne comprennent pas. Si tu n'as pas toi-même vécu une expérience de ce type, c'est difficile de comprendre le processus que vit une autre personne. D'une part, parce que ça ne sera jamais le même processus que toi, tu as vécu. Parce que les rapports que toi, tu avais sont tout à fait différents. Parce que tu es une personne différente, parce que tu as une éducation différente, parce que tu as une culture différente, tu as eu des expériences dans ta vie différentes. Donc, tout ça, ça va conditionner le processus de cette transformation que tu vas subir, que tu vas vivre. L'important, c'est que cette transformation, elle ne te porte pas vers le bas, mais vers le haut. C'est-à-dire qu'elle va... Le but, c'est qu'elle puisse t'enrichir, c'est-à-dire que tu puisses arriver à comprendre certaines choses, parce qu'en fin de compte, on vit toujours comme si ces choses-là n'arrivaient jamais à nous-mêmes, mais aux autres. Et donc, quand ça te touche directement, ben, tu te retrouves face à toi-même, face à ce que tu penses, face à tes croyances, face à tes expériences, face à ta relation à l'autre, face à ton sens de culpabilité par rapport au vécu que tu as eu avec cette personne. Et tout ça, eh bien, c'est un processus de digestion. Il faut digérer tout ça. Il faut arriver à digérer, ça veut dire assimiler. Et assimiler, transformer. Tu vois, je dis toujours que ce processus du deuil, c'est comme le processus de la digestion. Je l'utilise, par exemple, dans les conférences, quand je parle de... On me dit, mais est-ce qu'il faut dire la vérité ou ne pas dire la vérité? Alors, la vérité, c'est... La patata bollente, hein? C'est qu'est-ce qu'on en fait de cette vérité? On le dit pas. Alors le médecin dit mais non, ne lui dites pas. L'autre personne dit mais non, ne lui dites pas parce que comme ça il va pouvoir vivre ses derniers jours tranquille. Mais ça c'est la preuve. Je ne veux pas dire d'une lâcheté parce que ça serait un jugement et je ne veux pas. Il ne s'agit pas de juger, mais de notre difficulté à accepter la mort. C'est notre faiblesse. Nous ne sommes pas capables de gérer ces émotions, ni l'émotion de la personne qui s'en va, ni l'émotion de ceux qui restent. Alors, on préfère se mettre la tête sous le sable et dire on ne lui dit rien, parce que comme ça, il va vivre le mieux possible. Qu'est-ce qu'il a? Il a un cancer? Non, on va lui dire qu'il a une infection, mais pas un cancer. Et pourtant, c'est en ce moment-là, quand on ne dit pas la vérité, en fin de compte, c'est ce que moi j'appelle des voleurs de temps. Parce qu'inconsciemment, c'est pas un jugement, hein, c'est une image. En fin de compte, dans ce moment-là, on vole à la personne qui va partir le temps qui lui appartient. Parce que c'est ce temps que tu peux utiliser pour dire les choses que tu n'as jamais dites, pour demander pardon à quelqu'un, pour recevoir le pardon de quelqu'un d'autre, pour exprimer des désirs, pour dire voilà, maintenant quand je ne serai plus là, bien, je voudrais que tu fasses ceci ou tu fasses cela. Et tout ça, ce sont parfois des choses qu'on renvoie, qu'on met à plus tard, on fera demain, on fera après-demain. C'est la fameuse procrastination que nous connaissons tous. Et pourtant, au moment où tu vas partir,
Mais je pense que tu as le droit. Alors maintenant, attention, on ne peut pas imposer la vérité. Il y a des personnes qui te disent, je ne veux rien savoir. Et là, il faut respecter. Il y a des personnes malades qui, au début, par exemple, d'un processus de la maladie, veulent tout savoir, contrôler leur prise de sang, l'évolution, etc. Comment ça va, la douleur, qu'est-ce qu'on lui met, qu'est-ce qu'on lui met pas. Et puis, il y a un moment où la personne dit, bon, maintenant vous gérez, moi je ne veux plus savoir. Ah ben, alors on se dit, mais comment se fait-il, puisque jusqu'à maintenant tu voulais tout savoir, mais je vais te dire, non, non. Et là, il faut comprendre, il faut accepter. Et c'est très difficile pour les personnes qui accompagnent de changer tout d'un coup de rythme de la musique, quoi. C'est comme si tu passais du rock and roll à un tédéum de la cathédrale. C'est très, très difficile. Non, mais c'est hyper intéressant parce que moi, je revois mon papa dans cette situation qui avait, tu l'as dit sans le vouloir et sans le savoir, qui était greffé rénal et qui, à partir du moment où il a été greffé, pour lui, c'était bon. Mais il y avait ce paradoxe où, alors il prenait ses médicaments, mais pas, enfin bon, on va pas rentrer dans les détails, où il se laissait complètement aller. Mais par contre, il comptait sur moi, sur maman, sur mes sœurs, pour, quand il y avait un problème, le régler. Et moi, j'en ai parlé avec le réanimateur quand il est décédé. Il nous a dit, mais le profil de votre papa, ce sont des trompes-la-mort, parce que souvent, on nous disait, ça va pas passer. Et moi, on a passé 3 ans à se demander s'il rentrerait à chaque fois qu'il allait à l'hôpital. Et tu vois, ça, je trouvais ça injuste. Ou c'est, je veux pas m'en occuper, par contre, c'est toi qui t'occupes de moi. Alors, on l'a fait avec plaisir, enfin plaisir, c'est pas vrai, avec amour et obligation même. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et quand tu parles de Tédéum, moi, je revois mon père dans sa chambre mettre la télé de Lourdes en direct toute la journée, des messes aussi. Et là, je me disais, punaise, mais est-ce qu'il part? Alors, il était très chrétien, donc je comprends. Et puis, c'est son moment, c'est sa bulle, on n'a pas interféré. Mais c'est vrai que quand tu passes en octobre dans un couloir un peu sombre avec la messe en boucle, tu te dis, bon, qu'est-ce qui va encore nous tomber dessus? Mais je comprends le fait de l'accepter, même si c'est très difficile. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Mais c'est une façon aussi d'accompagner la personne qui est en train de partir et aussi de prouver son amour dans un sens. Oui. Et c'est très difficile. Parce que quand on est, enfin, tu étais dans cette situation, moi je l'ai été aussi avec, dans d'autres circonstances, tu es dans la position de ce qu'on appelle l'aidant. C'est devenu une espèce de catégorie sociale aujourd'hui. Il y avait les bénévoles et maintenant il y a les aidants. Mais les aidants, ils ont aussi besoin d'être aidés. Parce que être aidant, ça ne veut pas, attention, il faut faire très attention de ne pas glisser dans le fameux complexe du sauveur. Parce qu'on a tous instinctivement, et les femmes encore bien plus que les hommes, on a tous instinctivement cette tendance à vouloir sauver. On veut sauver l'autre. On veut sauver celui ou celle que l'on aime. Parce que justement, c'est injuste, parce qu'on va faire mieux que les autres. Et souvent, il y a le risque que l'on s'épuise. L'on s'épuise. Et par exemple, je voudrais là ouvrir une petite parenthèse pour une forme de deuil dont on parle très peu et qui est un deuil terriblement lourd à vivre, qui est ce qu'on appelle le deuil blanc. Alors, le deuil blanc, c'est un vrai deuil, mais tout à fait différent de l'autre, parce que c'est un deuil que tu vis avec la personne vivante. C'est-à-dire, tu as une personne qui a un Alzheimer conclamé, donc un Alzheimer dans les phases vraiment lourdes, ou bien en démence, de la démence sénile, ou la démence tout court. Et donc, tu as la personne qui est vivante à ton côté, qui est ton père, ou ton mari, ou ta sœur, ou enfin, bon, quel que soit le rapport que tu as. Et c'est une personne qui ne te reconnaît plus, avec lesquels tu avais peut-être fait des projets, avec lesquels tu avais un parcours, avec lesquels tu as des souvenirs, des vécus extraordinaires, et tout d'un coup, tu as à côté de toi un être étranger, parce que cette personne n'a plus de possibilité de communication avec toi. Elle te voit, mais elle ne te reconnaît pas. Parfois, elle ne te parle même plus. Elle ne sait plus qui tu es, et tu ne sais plus non plus qui tu es par rapport à cette personne.
tu ne sais plus comment manifester ton affection ou ton amour, et tu es seul, et ça peut durer des années, parfois des dizaines d'années. Et c'est épuisant. Et les autres personnes, les fameux autres, souvent ne comprennent pas. Et c'est là où il faut surtout ne pas se mettre dans la position du sauveur. Il faut essayer de créer une équipe autour. Il faut pouvoir accepter de déléguer. Il faut prendre des moments pour soi. Et le deuil blanc, c'est un deuil qui est souvent ignoré. Et je suis sûre que parmi les gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de personnes qui vont parfaitement comprendre ça. Alors, pour revenir à ce qu'on appelle le deuil traditionnel, donc le deuil traditionnel, c'est quand tu dois élaborer, donc vivre ce processus après la perte physique de la personne qui n'est plus là, à côté de toi. Donc, ce sont des aspects qui sont tout à fait différents, mais où, bien sûr, tu as une souffrance très profonde. Et d'ailleurs, on va faire une petite transition. Tu as écrit beaucoup, Amanda. Aujourd'hui, tu transmets par tes conférences et tes livres. Et là, j'ai envie de parler de 2 livres que les maisons d'édition m'ont envoyés. Donc, un grand merci. Donc, on a Calmer sa peine aux éditions du Lotus et de l'Éléphant, dans lequel il y a plusieurs protocoles pour calmer sa peine, pour avancer avec douceur. Et il y a également, alors là, gros coup de cœur de ma part, aux éditions Très Daniel, Le Second Souffle. Tu parles d'humour. Alors là, il n'y a pas forcément d'humour, mais en tout cas, c'est très ludique. Et ça, j'aime beaucoup. C'est une sorte alors, cahier de vacances, c'est peut-être un peu trop, mais de journal intime du deuil où tu accompagnes avec des exercices à faire, des réflexions à avoir pendant 52 semaines, les gens qui désirent. Et tu vois, tu parlais d'avoir une équipe en tant qu'aidant, et on en parlera après l'émission, mais je pense que ça mérite une émission entière, ce deuil blanc et ses aidants. Mais là, c'est une équipe, c'est un allié pour traverser cette peine et traverser ce deuil qui, comme tu l'as bien expliqué, est très différent pour tout le monde. En fait, chaque deuil est unique, nous sommes tous uniques et nous vivons tous un deuil à notre façon. Et donc là, il y a ces 2 livres pour aider les gens à traverser ça. Est-ce que tu peux nous parler de ces petites pépites, Amanda? Plus que volontiers, naturellement. Alors, je vais t'expliquer comment est né, parce qu'on m'a dit, mais pourquoi est-ce que vous avez fait un gros livre? Parce que là, tu as la version poche. Mais le Calmer sa peine est sorti d'abord en 2023. Tu vois que mon livre est bien, Tu t'en sers, hein? bien travaillé, je m'en sers. Il est sorti donc en 2023, toujours aux mêmes éditions. Et cette année, donc au mois de mars, ils ont sorti la version poche. Et la version poche, c'est exactement le même contenu, la même richesse de Calmer sa peine. Et je dis toujours de façon toujours humoristique que quand vous êtes invité chez quelqu'un, c'est bien de porter une boîte de chocolat ou un bouquet de fleurs, mais accompagnez-le du livre de poche, parce que le livre de poche, il coûte pas cher, il coûte beaucoup plus cher l'autre, bien sûr, mais, à mon avis, les fleurs se fanent, la boîte de chocolat, au bout d'un moment, elle sera vide, mais le livre, il va rester. Il y a un moment ou un autre, ce petit livre, Calmer sa peine en version poche, eh bien, il pourra toujours servir à quelqu'un qui passera dans cette maison. Voilà. Alors, je voudrais quand même expliquer pourquoi on m'a dit, mais vous aviez déjà écrit un manuel, parce que Calmer sa peine, c'est un manuel avec 30 protocoles. Pourquoi maintenant écrire un autre livre sous la forme, tu l'as dit justement, d'un journal de deuil, d'un journal intime? Alors, je vais t'expliquer comment ça s'est passé, parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois quand on m'a demandé, on m'a posé des questions, et je trouve que c'est vraiment, c'est-à-dire. Donc, un jour, je vais dans une conférence, et qu'est-ce qui se passe quand tu vas dans une conférence? Eh bien, tu fais ta conférence, puis quand tu as fini, en général, il y a un libraire avec lequel les organisateurs se sont mis d'accord, qui s'est procuré tes livres à la maison d'édition, et qui a sur sa table les livres en vente, et puis toi, l'auteur, bien sûr, est là à côté pour pouvoir éventuellement faire les dédicaces. Bien. Alors, c'est ce qui se passe, et puis je vais donc près du libraire pour signer le livre « Calmer sa peine ». Et alors, à un moment, il y a une dame d'un certain âge, disons que c'est une dame qui avait les cheveux gris et que donc, je pense, je définirais d'un certain âge,
mais qui peut-être avait, disons, 65 ans, plus ou moins, par là, entre 65 et 70. Et cette dame arrive et me dit, je veux acheter votre livre. Et ben, je dis, madame, voilà, il y a le libraire à côté. Donc, elle va vers le libraire, elle achète le livre, elle revient, elle me dit, vous voulez me faire la dédicace? Et avec plaisir, elle me donne 2 prénoms, le sien et un nom masculin, je supposais celui du mari. Alors, je lui fais donc la dédicace et je lui dis, madame, est-ce que vous voulez que je vous explique comment fonctionne ce livre? Puisqu'il y a quand même 30 protocoles, Et elle me dit d'une façon assez brusque, qui m'a au début un peu surprise, elle me dit, non, 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 un peu presque en colère, non, 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 je n'ai pas besoin, je veux juste votre livre, c'est tout, ça me suffit. Bien sûr, madame, c'était juste pour vous être utile, rien de plus. Alors, elle se rend compte qu'elle a été un petit peu quand même brusque. Alors, elle s'approche de moi, elle me met la main sur le bras ou sur la main et elle me dit, je vais vous expliquer. Et alors, elle me dit ça comme si c'était une confession, comme si elle parlait tout doucement, elle regardait à gauche, à droite. Et alors, elle me dit, voilà, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Ben, comme vous l'avez compris, donc, j'ai perdu mon mari il y a, je ne sais plus, quelques mois. Et donc, bien sûr, je ne vais pas bien. Et oui, madame. Et alors, elle me dit, voilà, et donc, quand j'ai vu qu'il y avait votre conférence sur ce sujet, j'ai dit, je vais y aller. Je veux bien voir ce que ça va m'apporter. Oui. Alors, je l'écoute, je la laisse toujours parler. Et alors, elle me dit, mais voilà, il y a un autre truc qu'il faut que je vous dise, c'est que cette nuit, j'ai rêvé de mon mari. Bien, madame. Elle me dit, et alors, mon mari, je le voyais devant moi et il levait le doigt devant moi et il me disait, tu dois acheter ce livre, tu dois acheter ce livre, tu dois acheter. Il me l'a répété 3 fois, mais je ne savais pas de quel livre il s'agissait. Et je me suis réveillée le matin en me disant, mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce que ça veut dire ce rêve? Et quand je suis venue à votre conférence et su que vous aviez écrit un livre, j'ai compris que c'était ça le livre. Voilà pourquoi je n'ai besoin de rien. Et alors, donc, c'était très, très, très très gentil, quoi. C'était très tendre comme cette réaction. Je comprenais très bien. Et alors, elle était avec une amie à elle, donc une amie d'un certain âge aussi. Et elle dit à son amie, et c'est là le truc. Et elle dit à son amie, ben, toi aussi, tu devrais acheter ce livre. Ça te ferait du bien. C'est une personne un petit peu comme ça, un petit peu brusque comme comportement, comme relation. Et son amie dit cette phrase, qui est le début de tout. Son ami lui dit, non, moi, les bouquins, c'est pas fait pour moi. Je vais jamais lire un truc comme ça. Elle prend le livre et elle dit, je vais jamais lire un truc qui fait 300 pages. C'est pas pour moi, ça. Alors, je dis, mais c'est pas grave, madame. Vous demanderez à votre amie, elle vous racontera. Et ça s'est arrêté là. Et quand je suis partie de la conférence, quand je suis rentrée, je réfléchissais, je me disais, mais voilà. Le problème, c'est qu'il y a des gens pour lesquels un livre de 300 pages, même s'il y a des protocoles, des exercices, parce qu'un protocole, c'est un mot à la mode, mais ça veut dire exercice, banalement, c'est peut-être trop. Alors, je me suis rappelé d'un livre que tu n'as pas, qui s'appelle, que j'ai écrit pour les enfants, et là, j'ai la version en italien, mais il existe en italien, en français et en anglais, qui s'appelle Paddy et l'aventure de la vie. Et c'est un livre pour les enfants, tu vois, qui est magnifiquement illustré, avec des photos et des dessins. Et si tu veux, ça un jour, on pourrait un jour en parler sur le deuil des enfants, hein, puisque j'ai beaucoup travaillé sur la question du deuil pour les enfants. Et donc, à l'époque, j'avais créé ce livre, qui était donc un instrument pour aider les enfants à comprendre le parcours de la vie, qui s'appelle Paddy et l'aventure de la vie. La vie, c'est une aventure, et dans toutes les aventures, il y a des moments où on tombe et on se fait mal, et ensuite, il faut se relever et comprendre et faire attention pour ne pas retomber une deuxième fois. Et donc, à l'intérieur du parcours, donc avec la nature et les animaux, eh bien, l'enfant se trouve à une confrontation avec la vie, avec l'aventure de la vie. Et pourquoi cette petite fille qui est mon héroïne s'appelle Paddy? Parce que c'est l'acronyme de tout ce qui n'est pas dit, tout ce qu'on ne sait pas dire, tout ce qu'on n'ose pas dire. C'est pourquoi elle s'appelle Paddy. Voilà. Donc, je me suis dit, ben voilà, c'est ça que je dois faire. Je dois faire un livre. Mais pour adultes. Mais pour adultes. Et donc, c'est de là qu'a commencé à apprendre, à travailler à l'intérieur de mes ménages, comment parler du deuil de cette façon. Et je me disais, mais voilà, les gens ont besoin d'avoir un support et on ne va pas inventer, je ne peux pas faire de scoop sur le deuil. Parce que les problématiques que l'on affronte, quels que soient les livres qui existent sur le deuil, tu retrouves les mêmes types de problématiques.
parce que c'est tout ce que nous traversons en tant qu'être humain. Donc, je ne vais pas inventer des choses nouvelles pour faire une nouveauté. Non, ça n'existe pas. Mais c'était la présentation qui devait être différente. Et alors, donc, j'ai décidé de l'associer à des dessins. Et donc, j'ai fait intervenir une illustratrice italienne qui s'appelle Paola Franconeri, qui est vraiment extraordinaire. Je lui ai expliqué le livre. Elle comprend, elle lit le français, elle ne le parle pas, mais elle le lit. Je lui ai donné mon manuscrit, je lui ai expliqué, on a choisi ensemble les chapitres que je voulais particulièrement être illustrés avec de grands dessins et avec des dessins plus petits, etc. Et voilà. Et elle a parfaitement compris. Ça, c'est un chapitre parfait, c'est le dialogue avec le cœur. Et c'est très concret, c'est très direct. Donc, il y a des exercices, il y a des méthodologies que moi j'utilise, comme l'EFT par exemple. Tu vois, il y a des pratiques, des thérapies qui sont des thérapies complémentaires officielles. Il y a des exercices de méditation, il y a des exercices de relaxation et de visualisation. Il y a même à un moment, il y a un QR code où tu peux, avec ton téléphone, si tu ne l'as pas fait, fais-le. Il y a un QR code, je ne sais plus quelle est la page, et tu mets ton téléphone dessus et tu vas pouvoir suivre une méditation visualisation où je t'emmène et je te propose d'essayer de contacter un défunt. Donc, ça, voilà, ça ne veut pas dire que ça va marcher à tous les coups, mais il y a des personnes avec lesquelles ça peut aider. Ça peut aider dans le cadre d'un rêve ou d'une vision, tout d'un coup, voilà. Il y a des informations sur les VSCD, les vécus subjectifs de contact avec les défunts. Et tout est touché. Enfin, touches. Je me rappelle avoir fait un jour une interview avec le docteur Luc Baudin qui m'a dit, mais en fin de compte, vous avez touché tous les sujets, j'en ai pas trouvé un qui manque. Bon. En fin de compte, je lui ai dit si. Après, je dis, le seul que je n'ai pas touché à l'intérieur de ce livre, c'était le deuil blanc. Mais je l'ai touché après, mais pas dans ce livre-ci. Et donc, c'est comme ça qu'est né ce livre. Et ce que tu as dit tout à l'heure, ça fait résonance parce que dans les commentaires que j'ai reçus de différentes lecteurs et lectrices, il y a une personne qui m'a dit, mais avec ce livre, j'ai l'impression d'avoir un coach personnel avec moi. Quand j'ai un problème, je vais le chercher parce qu'on n'est pas obligé de le lire chapitre après chapitre. On peut prendre la table des matières et voir qu'est-ce qui intéresse. Bon, les 2-3 premiers chapitres, oui, il faut les suivre. Mais après, selon la problématique qu'on a, on peut aller au chapitre à la semaine, puisque c'est par semaine. Mais comme l'a dit Luc Baudin et toi, c'est vrai que, bon, tu n'as rien inventé, mais tu parles de beaucoup de sujets différents. Et notamment là, c'est les fêtes de fin d'année, ou les anniversaires. Tu parles aussi du matériel, du concret. Et moi, je me rappelle, je suis désolée de parler de moi, mais c'est frais et le souvenir, il est intact. Mais je me souviens quand papa décède, maman, le jour même, me dit, tu vires tout, tu ramènes tout à la pharmacie. Bon, moi, j'ai juste fermé la porte de la chambre, mais elle ne voulait plus entendre parler de maladie. On fait l'enterrement, ça prend du temps, on passe du temps en famille. Mais le premier acte qu'elle fait, elle vire les fringues. Et nous, on est 4 enfants. Et j'ai une de mes sœurs qui ne comprenait pas. Et il y avait cette armoire qui est toujours là, d'ailleurs, dans le couloir. On passait toujours devant. Et elle disait, je ne supporte plus l'odeur. Et en fait, il y a des gens qui vont jeter tout de suite. Il y a des gens qui vont tout garder. Il y a des gens qui vont garder les chambres intactes. Moi, je sais qu'on a déménagé la chambre 1 mois après et que maman, aujourd'hui, travaille dans cette chambre et ça la connecte encore à papa, mais différemment. Et là encore, chaque deuil est différent. Et là, tu en parles de ça, les actions à mettre en place, les papiers aussi, parce que ce thème, il est tellement illimité. Et je te préviens, j'ai noté 3 autres sujets d'émission, Amanda. Donc j'espère que tu reviendras. Mais ce thème, il est tellement illimité, alors que ce qui est paradoxal, c'est que la mort, c'est la fin de quelque chose. Il y a tellement de choses à dire et à vivre. Et moi, je trouve ça formidable de faire un cahier agréable à lire, ludique pour les gens qui n'aiment pas lire des pavés, et ça, je peux l'entendre. Et on y va quand on veut, quand on a besoin, et ça répond à des questions de colère, de culpabilité. Ben encore une fois, qu'on n'ose peut-être pas trop dire non plus, parce que
ça se fait pas trop. Faut être triste. Tu vois, le deuil, c'est faut être triste, mais faut pas être trop triste. Enfin, moi, tu sais plus. Tu sais plus. Et là, au moins, tu es tranquille. Le livre, il te juge pas. Et tu avances à ton rythme. Et je trouve ça vraiment très bien pensé. Et ça peut être très utile parce que, punaise, qu'est-ce qu'on peut se sentir seul quand ça arrive? Tu vois, tu prends ton exemple qui était l'exemple d'une famille qui a une foi qui est catholique. Et il faut aussi penser à toutes les personnes qui ont ou des foi différentes ou qui n'en ont pas, ou qui affirment ne pas avoir de croyances religieuses, mais parfois même, ni même spirituelles. Et ce qu'il faut, c'est pouvoir être à l'écoute de toute personne, quelle que soit son option. Tu vois, quand j'ai écrit donc le premier, donc Calmer sa peine, j'ai dit c'est un livre laïque avec un L majuscule. Bien sûr. Parce que il faut que chaque personne, et quand j'avais écrit Paddy, le livre pour les enfants, je me rappelle que quand dans la version italienne, je l'avais proposé à un éditeur italien qui m'avait dit mais vous ne parlez pas de Dieu dans votre livre pour enfants. Je dis mais de quel Dieu parlez-vous? Du vôtre, du mien, de celui de ma voisine, de celui du petit garçon qui est d'une autre religion? De quel Dieu parlons-nous? Moi, ce que je veux, c'est que ce livre, il puisse parler à tout le monde. Après chaque famille, il met à l'intérieur sa propre croyance, sa propre foi, ses propres valeurs personnelles. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça un livre laïque avec un L majuscule. Après, la religion, c'est une chose, la spiritualité, comme tu sais, c'est une autre dimension. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « je suis sans religion, je ne crois pas en Dieu, mais je suis dans la spiritualité ». Bon, c'est une question de mots et de forme. Mais je crois que c'est ça. Ce qu'il faut aussi comprendre, tu vois, la réaction de ta maman, je la comprends. Comme je comprends très bien la réaction de ta sœur. Parce que je crois qu'il faut prendre son temps. Parce que la première réaction après, ou de tout jeter ou de tout garder, après, elle va être remise en discussion, puisque comme j'ai parlé d'un processus, donc toi, tu es aujourd'hui une personne avec un système de réaction émotive, demain, ça sera différent, et dans 1 mois et dans 6 mois, ça sera encore différent. Donc, tu vas évoluer, et donc ton rapport aussi aux choses va évoluer. Et tout à l'heure, tu m'as dit, ta maman ne supportait plus les odeurs, etc. Mais oui, bien sûr, parce que par exemple, comme je te disais au tout début de notre entretien, nous réagissons en fonction de nos sens. Les 5 sens officiels est reconnu par tout le monde. Après, il y en a d'autres, hein, mais enfin, ils sont un peu plus complexes. Mais les 5 sens principaux, c'est avec cela que nous communiquons. Donc, c'est certain que quand tu arrives dans une chambre où il y a eu des odeurs de produits pharmaceutiques, etc., ça te rapporte, comme quand je ne sais pas si tu utilisais je vais prendre un exemple encore idiot exprès, Chanel numéro 5, et puis un jour, voilà, tu te disputes avec ta meilleure amie qui est celle qui t'avait offert le Chanel numéro 5, tu ne veux plus entendre parler du Chanel numéro 5. Ou tu avais ton compagnon qui utilisait je ne sais pas quoi, Gucci for Men, bah, tu ne veux plus entendre parler de Gucci for Men, parce que son odeur et l'odeur est un des moyens de communication. Donc, que ce soit un parfum ou une odeur, ou par exemple, j'avais une personne qui me disait, mais ma fille veut que je jette le bleu de travail de mon mari, c'était un ouvrier, mais moi, je ne peux pas, j'ai besoin de sentir cette odeur de cambouis. Alors, on peut dire, enfin, c'est idiot, une odeur de cambouis, c'est quand même pas très agréable. Mais c'était ce qui reliait cette dame à son mari. Donc, il n'y a pas de jugement à avoir. Aussi bien, par contre, il faut être attentif. Quand tu me dis, il y a des gens qui ne touchent plus à la chambre, là, c'est un problème. Voilà, attention, je dis toujours que le deuil, c'est un processus de transformation qui est normal et naturel et que nous vivons tous et toutes. Mais il faut être attentif. Il n'y a pas de règle particulière. Mais si tout d'un coup, la personne que l'on observe, que l'on accompagne, que l'on aide, s'installe à l'intérieur d'un deuil, c'est-à-dire qu'elle ne touche plus à la chambre, que ça devient comme un musée, qu'elle ne vit son existence actuelle n'est qu'en fonction de ce qu'elle a déjà vécu, là, il y a un problème parce que ça devient donc un deuil qui est permanent,
un deuil, on appelle avec différents termes, ça peut être un deuil permanent, un deuil chronique, et qui peut ensuite virer un deuil pathologique. Donc, il y a beaucoup d'écrits là-dessus, il y a beaucoup de choses, et là, il faut avoir la capacité de chercher de l'aide. Il y a des associations aujourd'hui qui sont très bien formées pour donner de l'aide au deuil, mais quand il y a un deuil qui devient, disons, permanent, là, enfin, qui a tendance à s'installer, là, il faut ensuite requérir donc l'aide de psychologues spécialisés sur le deuil. C'est pas parce qu'on est psychologue qu'on comprend quelque chose au deuil, attention. Ou pareil pour les médecins, c'est pas le médecin de famille qui va vous donner des psychotropes ou des trucs pour dormir qui va résoudre le problème. Il faut peut-être appeler l'aide d'un psychiatre, mais mieux que ce soit un psychiatre psychothérapeute. C'est pas très facile non plus de chercher l'aide la meilleure, mais il faut se faire aider parce que là, tout le monde ne peut pas aller voir le docteur Christophe Forêt, bien sûr, mais ça serait l'idéal, bien sûr. C'est celui que nous reconnaissons tous, mais il y a d'autres personnes de même valeur qui peuvent, mais dans ces cas-là, il ne faut pas banaliser. Parce qu'il y a, je voudrais surtout pas que lors de notre entretien, on pense que, bon, bah, c'est un processus, il faut le transformer, puis après, ça ira mieux. Toi, tu t'en es sorti, moi, je m'en suis sorti, on s'en sortira tous. Non, c'est pas comme ça. J'ai dit au début, il faut aller vers le haut et pas vers le bas. Dans Calmer sa peine, j'ai mis 30 protocoles pour traverser le deuil et en sortir grandi. L'objectif, c'est ça. C'est que ça devient donc une expérience que tu intériorises et qui fait que ton 1, justement, ça devient un grand 1. Parce que tu t'es enrichi aussi de cette expérience de douleur, de souffrance et de la perte. Mais il faut bien voir que, quand j'ai toujours l'accompagnant ou l'aidant qui va aider la personne qui est en deuil, elle doit avoir 1000 antennes ouvertes, prêtes, observer. Il faut pas se substituer à la personne en deuil. Il faut pas lui dire ce qu'elle doit faire. Il faut la laisser libre de vivre. Il faut la laisser libre d'exprimer ses émotions, d'exprimer sa colère, de tout casser tout d'un coup dans la maison et de prendre le service de porcelaine et puis de le foutre par terre. Au lieu de lui dire, mais non, arrête, ne fais pas ça. Il faut laisser faire. Et ce n'est pas facile. Il faut laisser la personne qui est dans un désespoir terrible, au lieu de lui dire, mais reprends-toi, reprends-toi. Moi, dans mes conférences, dans les cours, je dis toujours, quand quelqu'un dit à une personne qui est en deuil, mais allez, arrête de faire comme ça, tu te fais du mal, arrête de continuer à pleurer, tu te fais du mal. Je dis à ce moment-là, je dis, mais vous êtes un menteur, vous êtes une menteuse. Alors ça surprend, hein, bien sûr, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès. Je dis, parce que si vous disiez la vérité, vous devriez dire à la personne, arrête de faire comme ça parce que tu me fais du mal. Parce que tu me renvoies à mon impuissance, à mon incapacité de pouvoir t'aider. Parce que ce que je voudrais, c'est t'aider, encore le concept du sauveur, mais je ne sais pas quoi faire. Et donc, quand je te vois désespéré comme ça, je me sens impuissant. Donc, tu me fais du mal. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une nuance. On s'en rend pas bien compte, bien sûr, parce qu'on le fait instinctivement. On le fait pour faire du bien en disant, arrête de pleurer comme ça. Viens, il faut sortir, il faut voir du monde. Il faut pas que tu restes enfermé. Mais on a besoin d'être parfois enfermé. On a besoin d'être avec ses souvenirs. On a besoin de se coucher avec le même pyjama de son compagnon ou de son père ou de sa mère. C'est la fameuse Madeleine de Proust. C'est la robe de chambre de Diderot. Ce sont tous ces exemples parce que justement, comme nous sommes incarnés, nous sommes liés à nos sensations. Si je mets la robe de chambre de mon père, eh bien, ou de ma mère, j'ai l'impression que c'est un peu lui, son odeur, son parfum, sa pipe. Je n'aime pas le cognac, mais je vais me mettre à boire un verre de cognac parce que c'est un lien. Parce que le groupe aussi, il en fait partie. Voilà. Donc, il faut essayer d'être. Je dis toujours que pour moi, la plus grande des qualités, c'est l'humilté intellectuelle. Et qu'est-ce que ça veut dire, humilité? Ça ne veut pas dire la fausse modestie qu'on nous a enseignée quand on était petite. Non? Quand on te faisait un compliment, il fallait dire mais non, mais non. En fin de compte, tu savais oui que c'était vrai, mais tu disais mais non, mais non. Voilà. Bon. Alors, on dit oh, t'as fait un joli dessin. Si tu disais oh, oui, il est beau mon dessin, on dit bah d'ailleurs pour qui elle se prend. Oui, hein? C'est clair. Voilà. Mais, donc ça, c'est la fausse modestie. Mais la véritable humilité, ce que moi j'appelle l'humilité intellectuelle, c'est avoir la conscience de ses limites.
Parce que si tu as conscience de tes limites, d'une part, tu te protèges et d'autre part, tu protèges l'autre. C'est ce que, par exemple, j'enseigne au personnel soignant. Je leur dis quand par exemple, vous avez une difficulté, parce que imagine que toi, tu es infirmière et tu travailles dans un hôpital et tu as un homme parmi tes patients qui ressemble à ton père comme deux gouttes d'eau, qui est catholique, qui veut écouter la messe de Lourdes, qui veut la chaîne de la radio de Radio Marie, et il a la même pathologie. Ça arrive, hein? Bien sûr. Ça te bouleverse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas comme ça? Il faut avoir l'humilité de dire en équipe, camarade, je ne peux pas aider ce patient. Il ressemble trop à mon père. Alors, quelqu'un peut dire, mais non, enfin, tu dois prendre sur toi. Non, tu ne dois pas prendre sur toi. En bonne infirmière, tu dois pouvoir aider la personne. Mais si tu as une espèce de symbiose qui va se créer avec ce patient, ou tu vas vouloir reproduire ce que tu as vécu avec ton père, donc c'est ça, avoir l'humilité intellectuelle. C'est avoir la conscience de ses limites et de dire, jusque-là, je peux, au-delà, je ne peux pas. Je sais, quand on dit qu'on veut toujours sauver l'autre, c'est un peu l'image que donnait je peux aider l'autre en lui laissant son autonomie. Je ne peux pas me substituer à l'autre. Tu vois, c'est l'image du foulard, non? Du foulard. Toi, tu tiens un bout du foulard, moi je tiens l'autre bout du foulard, et je peux arriver jusqu'à la moitié du foulard. Ça, c'est ma partie sur laquelle je peux intervenir. L'autre partie, elle t'appartient. C'est pas à moi. Donc, je n'ai pas le droit d'envahir. Donc, l'humilité intellectuelle, c'est ça, avoir la conscience. Par exemple, dans le cas d'aider une personne en deuil, c'est de se rendre compte que si, par exemple, la personne que tu dois aider, elle ressemble à ton père, il vaut mieux que ce ne soit pas toi qui t'occupe de cette personne endeuillée et que tu le fasses faire par quelqu'un d'autre. Parce que la conscience de ta limite, et en sachant qu'une limite, ça peut toujours être déplacé. C'est pas parce que alors je ne pourrais jamais, c'est pas parce que cette personne a ce type de cancer ou ce type de problème que je ne pourrais donc jamais m'occuper de personnes de ce type. Mais je dois avoir conscience que aujourd'hui, hic et nunc, je ne peux pas faire plus que cela. Là, je donne l'exemple que quand j'étais gamine, je sautais 1,20 m à l'élastique. Si aujourd'hui, je vais essayer de sauter 1,20 m à l'élastique, je vais me casser la figure. Donc, je dois avoir conscience de mes limites. Je vais sauter peut-être 50 cm, puis je vais peut-être pouvoir augmenter à 60 et à 70. Je ne suis pas sûre d'arriver à 1,20 m. Mais c'est ça, avoir la conscience de ses limites. Il n'y a pas de mal à être conscient de ses propres limites. Il n'y a pas de mal de demander de l'aide et de dire, attention, j'ai observé que, quand je parlais tout à l'heure des symptômes qui sont importants à observer. Donc, si par exemple, tu as une personne qui est en deuil et tu te rends compte qu'elle fume plus, elle boit plus, ou elle prend sa voiture et elle va beaucoup trop vite, ou elle prend sa moto et elle va beaucoup trop vite. Est-ce qu'il n'y a pas là une recherche inconsciente de mort? Est-ce qu'il n'y a pas là une recherche inconsciente de rejoindre la personne aimée? Ça aussi, c'est important. Ça ne veut pas dire qu'il faut imaginer que tout de suite, voilà, c'est une demande de suicide. Il faut observer est-ce que, par exemple, la demande de mort, elle peut, par exemple, quand on dit le suicide, il faut... Mais oui, le suicide, c'est un fait. Il y a chaque fois plus de gens qui se suicident parce qu'on vit dans une société de solitude où les gens n'osent pas demander de l'aide et où donc les gens doivent essayer de se débrouiller par eux-mêmes et parfois ils n'y arrivent pas. Et on plonge dans ces cas-là. Alors, souvent, il faut essayer d'observer qu'est-ce que regardent, mais pensons aux jeunes. Qu'est-ce que regardent les jeunes sur leur téléphone? Pourquoi est-ce que parfois on te dit, ah oui, il est mort, et puis on s'est rendu compte qu'il prenait des renseignements pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour se tuer ou pour je ne sais pas quoi. Mais combien de temps ça met pour? Est-ce que c'est douloureux ou pas? Mais non d'un chien, mais comment est-ce que personne ne s'est rendu compte? C'est l'histoire de la violence à l'école, c'est l'histoire de la violence sexuelle, de la violence verbale, des féminicides. Enfin, c'est une société où, en fin de compte, on est seul. Aujourd'hui, je me rappelle qu'on disait et ça c'est important de le savoir, si vous êtes agressé dans la rue, surtout ne criez pas au secours, personne ne viendra. Criez au feu.
C'est quand même incroyable. Parce que si tu cries au feu, tout le monde va ouvrir les fenêtres en te demandant où est le feu et en pensant que le feu risque d'arriver chez toi. Mais si tu cries au secours à l'assassin ou au secours au voleur, tout le monde fermera les portes en se disant il y aura bien quelqu'un qui va se déplacer. Et ça, c'est la société utilitaire et individualiste, fermée sur elle-même, qui, alors on dit, c'est la privacy. Combien, chaque fois que tu fais un truc, on te fait signer un document pour tes données personnelles. Mais c'est du blablabla. Tout le monde sait tout de nous, ce que je pense, ce que j'écris, ce que j'achète, ce que je mange, ce que je bois, etc. Clairement. Ah, mais oui. Je suis d'accord avec toi. C'est de la rigolade tout ça, c'est de l'hypocrisie. Mais en même temps, on accepte les caméras machin cachées et bientôt on aura comme les Chinois et pour la sécurité. Parce qu'on a la sécurité, on fait tout passer. Mais quand tu es tout seul dans ton coin parce que tu es en deuil, il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus personne. Il y a quelques magnifiques associations qui font un travail superbe, comme Jalmal, comme Vivre son deuil, ce genre de structure, où il y a des gens qui se forment et qui donnent de leur temps et de leur énergie pour aider les personnes, aussi bien pour les accompagner à la fin de la vie, qu'ensuite pour accompagner le deuil des autres personnes. Mais c'est un problème, à mon avis, de société. Mais ça, on l'a dès le début, tu as planté le drapeau et je te rejoins complètement et c'est très très intéressant. Et j'ai une dernière question et j'espère que tu reviendras parce que je te dis, il y a plusieurs thèmes qui méritent de gros approfondissements. Je reçois beaucoup de médiums sur la chaîne. Je sais même pas ce que tu penses de la médiumnité. C'est marrant parce qu'on n'a pas du tout parlé de ça. Mais moi, j'ai une question très simple. Qu'est-ce que tu penses des gens qui, après un deuil, se tournent vers les médiums pour avoir des contacts avec leurs défunts? Est-ce que tu as des conseils à donner par rapport à ça? Je ne me permets pas de donner des conseils parce que je crois que les choix que chaque personne fait, c'est parce que ça correspond à un besoin ou peut-être que ça correspond justement à cette solitude dont on parlait. J'ai tout le respect pour les personnes qui ont cette capacité médiumnique. Il y a d'excellents médiums, j'en connais, et puis il y a d'autres personnes qui se présentent comme telles et qui, comme dans tout, hein, comme chez les médecins ou les dentistes, hein, il y en a de très bons, mais il y en a qui ne le sont pas. Donc, bien sûr, c'est plus facile peut-être de vérifier les capacités scientifiques d'une compétence scientifique et moins dans ce domaine. Donc, je pense qu'il faut peut-être commencer par faire ce travail du deuil. Enfin, moi, ce que je suggère, je n'ai rien contre. Si quelqu'un me dit, mais je voudrais bien voir un médium, bon, je pense qu'il y a, au-delà des médiums, alors je voudrais quand même parler d'une expérience intéressante qui est celle du docteur Jean-Jacques Charbonnier, que tu connais certainement, qui, par exemple, a fait pendant des années la fameuse TCH, la transcommunication hypnotique, que moi-même j'en ai fait plusieurs parce que je voulais vraiment expérimenter toutes ces phases. Aujourd'hui, il a modifié, il ne fait plus de TCH, il fait l'AMI, A-M-I-H, qui est donc un contact avec les défunts et qui peut se faire de cette façon par un travail d'hypnose de groupe. Et ça, alors oui, si quelqu'un vraiment souhaite avoir un contact, essayer d'avoir un contact, eh bien, je pense que ça, c'est une expérience qui est à tenter, qui est très intéressante, je crois que ça dure 2 heures consécutives et il y a des personnes avec lesquelles qui découvrent des choses absolument incroyables. Et on peut donc arriver à passer donc de l'autre côté du voile, mais on y va, c'est-à-dire que tu ne dépends pas de l'intermédiation d'un médium. C'est la différence, elle est là, tu vois. Par exemple, donc, quand tu vas voir un médium, tu parles avec le médium entre en contact avec l'âme de la personne que tu cherches à contacter et te transmet éventuellement des messages. Là, c'est toi qui fais le travail tout seul. Donc, parfois, ça marche et parfois, ça ne marche pas. Ça peut ne pas marcher la première fois, ça peut marcher la deuxième, la troisième, etc. Donc, ça, je trouve que c'est, à mon avis, ça me plaît beaucoup parce que ça te laisse ton autonomie. Et je dois dire que moi, j'ai fait plusieurs de ces expériences avec le docteur Charbonnier, qui est un grand aventurier, hein, qui bouleverse les équilibres et qui en prend plein la figure régulièrement.
clairement. Mais qui a beaucoup de courage, parce qu'il faut du courage pour faire ça. Et donc ça, moi, je respecte les gens qui se lancent comme ça sur la barricade, sans peur et sans reproche, comme le fameux chevalier Bayard. Mais je crois donc que tu vois, mais je trouve que je connais des très bons médiums, et je trouve que c'est très bien aussi. Maintenant, je pense qu'il y a, voilà. Mais par exemple, moi, j'ai rencontré, c'est très curieux parce que tu vois, dans des expériences comme celle que j'ai vécue moi avec lui, une fois, j'espérais voir ma mère que j'adorais ou voir mon mari, et ben non, la première fois, j'ai vu personne. Par contre, j'ai vu des gens que je ne connaissais pas du tout, je comprenais pas du tout, qu'est-ce que ça voulait dire. Je voyais, enfin bon, j'avais vu d'autres symboles, etc., mais je voyais un homme qui marchait dans la lumière, cette espèce avec le fameux tunnel, et puis je voyais qu'il tenait par la main une petite fille, je voyais pas le complet, je voyais le dos de ces personnes avec une petite fille, et je voyais toutes les tresses, comment elle était coiffée et tout, et je les voyais qui marchaient ensemble dans la lumière. Je me disais, mais qui c'est? Et le soir, je te raconte cette histoire parce qu'elle est vraiment intéressante, le soir, je parle avec une amie très chère qui était en Argentine à l'époque, donc elle m'appelle d'Argentine et elle me dit, alors, comment ça s'est passé ton expérience? Bah, je lui dis oui, un peu comme ci, comme ça, parce que bon, oui, j'ai vu des symboles extraordinaires, j'ai vu des paysages magnifiques, mais je n'ai vu ni ma mère, ni mon mari, je suis un peu déçue. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu as vu? Et je commence à lui décrire ces deux personnages. Et elle éclate en sanglots. Et j'avais vu son mari et sa petite fille qui étaient morts, tous les deux, dans un accident de voiture. Et je ne le savais pas, enfin je savais qu'ils avaient eu un accident, je savais qu'elle avait perdu son mari et sa petite fille dans un accident de voiture terrifiant, mais je ne les avais jamais vus. Et donc, et je lui disais, mais ils marchaient dans la lumière. Et je voyais pas les visages, je voyais dedans, mais j'ai décrit comment était lui, comment était, je voyais son par-dessus, et je voyais la coiffure de la petite fille et comment elle était habillée. Et c'est là où elle m'a dit, mais voilà, et elle avait donc voilà. Donc parfois tu as des messages transversaux qui passent à quelqu'un d'autre. Et puis par contre, j'ai vu aussi d'autres fois, j'ai vu ma mère, j'ai vu mes chiens. J'ai vu mes chiens parce que je ne vais pas m'en aller de ton émission avant de t'avoir parlé du deuil animal. Hein. Ah, moi je voulais en faire une entière là-dessus. On en fera une entière, mais je veux quand même toucher deux mots à la fin. Oui, très volontiers. Je te laisse parler des animaux pour le mot de la fin. Voilà, parce que vraiment, je pense que quand on parle de deuil, quand on parle de perte, et ça, oui, je suis bien d'accord qu'on puisse un jour faire une émission entière sur ce sujet, parce que ça parle énormément de personnes. Mais par exemple, prends pour un enfant, le deuil de son animal, la perte de son animal, c'est souvent son premier deuil. Et c'est une souffrance, une perte terrible. Dans le Calmer sa peine, c'est le chapitre 10, qui est entièrement dédié au deuil animal. Et dans Calmer sa peine, je ne sais plus te dire quelle est la semaine, mais c'est pareil, il y a une semaine entière sur le deuil animal. Et je pense, donc je vais pas m'étaler dessus, puisque si on fait une émission là-dessus, donc je rentrerai dans les détails plus tard avec toi, mais je crois que c'est vraiment très important, parce que ce soit pour un enfant pour qui ça peut être le premier deuil, que ça peut être pour un adulte qui a eu un animal, je ne sais pas moi, prends un chien qui a vécu 15 ans, 16 ans, ou prends un chat, par exemple, j'ai un ami qui a un chat qui a 30 ans. 30 ans, mais c'est un morceau de sa vie. Waouh! Ah, mais c'est énorme. Ce chat a 30 ans. Et donc, je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Ce chat est un chat roux, et quand il va mourir, qu'est-ce qui va se passer? Et je le vois qui marche, il tremblote un peu. Bon, mais quand tu perds ton chat ou ton chien ou ton cheval, je ne parle pas de ton hamster ou ton lapin, mais tous les animaux avec lesquels tu as un rapport d'affection, c'est un deuil comme un deuil d'un être humain. Donc c'est le même processus avec les mêmes réactions. C'est important. Tu as les mêmes rapports avec les objets, avec la balle, et tu as parfois des contacts avec l'animal qui vient te voir, qui vient te trouver dans tes rêves, ou tu es en train de faire quelque chose, puis tout d'un coup tu sens la caresse à côté auprès de toi, ou tu vois son odeur. Voilà. Donc
le deuil de l'animal est un deuil que chacun vit. Et après, il y a l'autre deuil, qui est le deuil de l'animal qui perd son humain. Et ça aussi, c'est un deuil que l'on banalise. Tu imagines, par exemple, pendant l'époque du Covid, personnes âgées qui vivent avec leur chien ou leur chat à la maison, on les embarque à l'hôpital avec les extraterrestres qui sont venus les chercher. Voilà, on n'a pas parlé aussi du deuil sur le Covid. Ça aussi, c'est un énorme sujet que j'ai traité dans mes 2 livres. C'est des deuils qui ne sont toujours pas faits. Et puis tout d'un coup, donc la personne est partie, puis tu as l'animal qui reste là, et puis la personne ne revient pas. Et qu'est-ce qu'on fait de l'animal? Ils finissent en général au refuge. Parce que parfois, la famille ne sait pas quoi faire, ils en ont déjà, ils ont d'autres animaux, ou ils n'ont pas de rapport avec l'animal. Et cet animal, non seulement il a perdu son être d'affection, qui était donc son humain avec lequel il vivait, mais il se retrouve bazardé, balancé dans un refuge, sans rien comprendre, en devant donc gérer son propre deuil. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de sujets sur lesquels il faut réfléchir. Mais Amanda, mais je t'en prie, moi je veux tellement que tu reviennes parce que on peut pas tout aborder en 1 heure. En plus, on a débordé, mais c'est avec grand plaisir. Mais moi, je le dis, je te le dis à toi, je te le dis aux gens aussi. J'ai noté 3 thèmes. Moi, il y en a un qui me tient à cœur, c'est donc tu parlais du deuil blanc et des aidants. Et je pense que c'est comme tous les autres, mais un sujet primordial parce qu'on est très nombreux à vivre ça, mais qu'on n'en parle pas. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui, comme j'ai pu le dire il y a quelques années, qui crèvent de désespoir parce que c'est compliqué. Donc ça, moi, c'est une émission qui me tient à cœur. Le deuil des enfants, évidemment, je pense que ça aussi, c'est très important. Et une 3e sur le deuil des animaux. Et c'est plein de sujets qui sont fondamentaux. Et si ça ne pourrait, ne serait-ce qu'aider une personne, moi, j'ai rempli ma mission. Et Amanda, merci. Moi, j'adore ces sujets parce que c'est tabou et non. Et c'est important d'en parler. Et le fait d'en parler, c'est d'aider les gens, de les accompagner. Tu le fais déjà dans tes livres, je les remontre, mais je les remontrerai les prochaines fois. Donc, Calmer sa peine, tu l'as dit, le chapitre 10 notamment est consacré au deuil des animaux. Et on a le second souffle qui peut aider. C'est une autre façon de travailler. C'est chacun son support, chacun sa méthode, mais toujours accompagné d'Amanda et de sa vision du deuil. Et vraiment un grand merci Amanda et j'espère te revoir très rapidement pour aborder tous ces sujets. Avec grand plaisir, Marie-Louise, avec grand plaisir. Et puis, si les personnes ont besoin, eh bien, ou si quelqu'un veut organiser une conférence quelque part dans l'endroit où ils habitent, eh bien, pourquoi pas, bien sûr, avec grand plaisir. Moi, je crois que plus on peut parler de ces sujets et faire en sorte qu'ils ne soient plus tabous. Ce sont des thèmes que l'on vit tous. Et je crois qu'il faut aussi être capable de demander de l'aide et capable d'offrir de l'aide. Et si on ne peut pas offrir de l'aide, eh bien, il faut aller chercher de l'aide ailleurs pour ne pas laisser les personnes seules à gérer de telles situations. Et je voudrais pour aussi un truc, on a parlé de la différence entre l'homme et la femme. Tu vois, c'est un sujet qu'on n'a pas touché. Comment est-ce qu'il y a une différence dans la façon de vivre le deuil chez la femme et chez l'homme? Pourquoi est-ce que dans les groupes de deuil, il y a 99% de femmes? De femmes, oui. Eh bien, écoute, ça peut être l'objet d'une 5e émission, mais c'est tellement illimité et c'est passionnant et vraiment, grand merci, Amanda. On va faire un petit planning pour l'année 2026, je pense. D'accord, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Marie-Louise. Merci à toi et à très bientôt. Et n'hésitez pas, je mets toutes les coordonnées d'Amanda, évidemment, sous la vidéo, si vous voulez organiser une conférence, la contacter pour lui parler. Et si vous avez aussi des suggestions de thèmes en rapport avec le deuil, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Merci Amanda et à très vite. Merci Marie-Louise et bonjour ou bonsoir à tous ceux et celles qui nous écoutent. Merci. Merci.